C'est vrai que j'ai mis une pression aussi sur le couple, voilà, en faisant comprendre que bon là maintenant il s'agissait de faire un truc sérieux, voire même de se marier, alors que bon c'était pas forcément. Puis je pense que c'est hyper compliqué pour un homme aussi, même s'il est très amoureux, de se dire oh là là, pourquoi elle me pressurise comme ça, la dame. Tu vois, je pense que c'est pas une très bonne entrée en matière, quoi. Je crois pas. Voilà, c'est qu'il y a un vrai côté. En fait, je viens chercher un géniteur, alors que à la base, je crois que tu fais surtout chercher une relation, quoi. C'est ça, exactement. Voilà. Non, mais après, je pense que j'étais quand même, pour être très honnête, et avec vous et avec moi-même. Pour être vraiment très honnête, même si ça va me desservir, là, ce que je vais dire, je crois que j'ai jamais conçu la parentalité à deux. Ah ouais. Ouais. J'ai toujours pensé que j'allais être une maman solo. Ok. Donc, tu vois, je suis même pas sûre que j'avais envie à la base de la partager. Ah, c'est fou. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Salut Elodie. Salut. Bienvenue. Merci beaucoup. Elodie, tu sors ces jours-ci, là, je ne sais pas exactement quand cet épisode sortira. Le 19 avril. Mais voilà, le 19 avril, si ça sort plus tard, vous savez que c'est déjà disponible. Une BD qui raconte ta vie de maman solo. Et quand on dit maman solo, il y a une vraie il y a plein de définitions aujourd'hui. Il y a des gens qui me disent, moi, j'admire vachement les parents solo, etc. Et en fait, c'est des parents divorcés. Toi, alors, je crois qu'on n'est pas loin d'avoir le même âge, mais tu as fait ce que Jean-Jacques Goldman a chanté dans les années 80. Tu as fait un bébé toute seule, quoi. Exactement, j'ai fait un bébé toute seule. Ouais, c'est-à-dire que je suis partie en Belgique et je me suis fait inséminer pour faire un bébé toute seule. Waouh. Et alors moi, quand j'ai vu ta BD sortir, je me suis dit, il faut que j'ai Elodie dans l'histoire de Daronne, parce que pour moi, c'est... t'es genre warrior plus quoi. T'es la daronnerie ultime. T'as gagné au jeu de la daronne. C'est ça, j'ai un Oscar. Ta fille aujourd'hui a 11 ans. Exactement, elle a 11 ans, elle est en 6e. Donc en plus, c'est cool parce que t'as du recul. Complètement. T'es pas une jeune maman. Exactement. Et t'es pas une jeune maman, c'est pas pourquoi je dis ça. Oui, je suis un peu vieille. J'ai 47 ans. Allez, hop, ça c'est fait. Boum. Hop. Non, mais c'est pas pour ça. C'est pas. Tu vois, elle est pas encore en bas âge, quoi. Ça y est, t'es en train de. Elle est autonome. Même que là, c'était grève aujourd'hui de la cantine, donc là, elle déjeune avec ses copines en toute autonomie. Je ne sais absolument pas où. Je suis ravie. Ah, là, t'as une préado, là. C'est parti. Exactement. Ouais, c'est ça. Et en fait, je trouvais ça d'autant plus intéressant que effectivement, t'as du recul et que à l'époque, alors moi, j'ai vu de plus en plus là de jeunes femmes faire des PMA, etc., etc. C'est en train de sortir sur les réseaux sociaux et tout. Mais à l'époque, c'était moins la mode entre guillemets, quoi. Ou en tout cas, on parlait déjà de PMA, je crois, mais plutôt pour les couples homoparentaux, quoi. Exact. Ou alors pour les couples qui avaient une difficulté à faire un enfant, effectivement, puisque la procréation médicalement assistée, c'est pour tout le monde. À la base, c'est pour les couples hétéros ou homo.
malheureusement, effectivement, dans la PMA, l'insémination artificielle était encore tout à fait illégale pour les femmes célibataires ou les femmes lesbiennes. Donc, elles partaient toutes en Espagne ou en Belgique. Moi, j'ai appris... je sais pas, tu as lu la BD ? Mais bien sûr. Oui, super. Enfin. Ouais. Donc, ce cheminement, cette réflexion intellectuelle que je me suis fait sur cette éventualité-là pour répondre à mon désir d'enfant, il est venu après le deuil, entre guillemets, d'adopter. Ok. D'accord, j'ai quand même d'abord pensé à l'adoption avant de faire un bébé toute seule. C'est parce que j'ai vu que l'adoption pour les femmes célibataires était extrêmement compliquée, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais fini tout le parcours pour obtenir... Tu me dis si je suis trop bavarde. Hein. Alors, mais c'est le concept de l'interview, hein, tu vois, c'est que Ok, ça roule. Je vais t'arrêter peut-être des fois, tout se passe bien. En fait, voilà, quand j'ai fait tout le parcours pour avoir l'agrément, à la fin, on m'a dit, écoutez, madame, est-ce que vous êtes prête pour avoir un enfant de plus de 7 ans et avec un handicap physique ou mental ? Et là, j'avoue, j'ai dit ah non. Parce que, en gros, on donne la priorité. Exactement après les couples hétéros et après les couples homos, alors viennent les femmes célibataires. C'est-à-dire que nous, on arrive vraiment à la fin du fin fond du fin fond. Ok. Donc, non, j'ai dit non parce que je pense que j'ai projeté quelle pouvait être ma vie après en tant que maman avec un enfant qui a donc déjà une identité extrêmement définie, puisqu'à 7 ans et plus, c'est quand même, voilà, c'était un très très grand enfant. Et puis avec un handicap, je trouvais que j'allais pas forcément avoir les épaules et offrir tout ce que j'avais envie d'offrir à un enfant. Voilà. Donc en fait, c'est à cause de cette décision. Ou grâce. Ou grâce, ouais, exactement. Ou grâce, ouais. Oui, parce que sinon, en plus, j'aurais pas eu le plaisir de fabriquer moi-même dans ma chair. On va en parler. Voilà, exactement. Voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à réfléchir. Et j'avais à l'époque un couple d'amies américaines lesbiennes qui arrêtaient pas de m'en parler, qui me disaient ah non, mais nous, on va commander du sperme sur Internet. On va se faire une insémination toute seule, maison, à la main. Ah bon ? Mais qu'est-ce que c'est que cette solution ? Mais alors, ah bon ? Mais ça existe et tout. Donc voilà, j'ai commencé à être intéressée par la chose, à lire des témoignages et tout. Effectivement, comme tu le dis, il y avait assez peu de femmes, mais il y avait quand même déjà quelques femmes. C'est vrai que c'était très peu courant, mais il en existait déjà et c'est marrant parce qu'il y en avait déjà même dans l'entourage de ma maman. Ma maman avait des copines qui avaient déjà fait un enfant toute seule. T'es parisienne, hein ? Ouais, je suis parisienne. J'en profite pour le dire et pour le souligner parce que je crois aussi qu'il y a une question de milieu. C'est-à-dire que c'est sans doute plus simple quand on vit à Paris d'avoir des gens qui sont peut-être autour de soi concernés par le... En même temps, je dis ça, j'en sais foutre rien. Mais bref... Ouais, je sais pas. En tout cas, pour accéder à l'information, effectivement, peut-être que c'est plus courant d'en parler dans des régions citadines et voilà. Après, honnêtement, pour avoir vu les gens dans les salles d'attente en Belgique, il y a de tout. Hein, oui. Tu vois, il y a de tout. Hein. Tu peux habiter au fin fond de Dijon, de Nantes. Tu vois, voilà, c'est pas, tu vois. Élodie, j'aimerais bien te poser la question dont on n'a pas encore parlé parce que là, on est parti sur la PMA et tout. D'où vient ce désir de maternité ? Ah, très bonne question. J'ai toujours voulu avoir un enfant. C'est vraiment, depuis toute petite, j'ai toujours eu ce désir d'enfant qui n'était pas matérialisé très, très concrètement encore jusqu'à 28 ans. À 28 ans, je suis tombée enceinte d'un homme que j'aimais beaucoup, sauf qu'il n'était pas prêt. Et moi, je découvrais tout d'un coup, je prenais la pilule et tout, que en fait, mon corps, lui, par contre, il était plus que prêt, puisqu'il arrivait même à faire des bébés sous pilule. Et ça a été un espèce de révélateur à moi-même. D'abord, mon corps a changé de forme à ce moment-là. Parce que ce qu'on sait assez peu quand on fait des interruptions volontaires de grossesse, c'est que ton corps, lui, le signal de départ, il est parti. Et donc, ton corps, lui, commence à s'élargir des hanches. Les seins s'en rappellent 9 mois après. Des petits trucs comme ça qui font que, en fait, ton corps a beaucoup plus de mémoire qu'on ne voudrait bien lui prêter. Donc, le désir, il est venu de là. C'est-à-dire de réaliser d'abord que c'était possible. Que mon corps était capable de faire ça. Ce qui, jusque-là, j'avais eu plusieurs longues relations avec des hommes sans protection. Et comme j'étais jamais tombée enceinte, la question était pas posée. Et tu vois, j'avais pas vraiment conscience, que ça puisse arriver, quoi. T'es jamais tombée enceinte auparavant alors que tu ne te protégeais pas. Exactement.
Donc Wow. là, à 28 ans, alors que je me protégeais cette fois et que je tombe enceinte, là, je me dis waouh. Et en fait, c'est vraiment à partir de là où je me dis bon, ok, mon compagnon n'en veut pas, très bien, soit j'avorte, mais tout d'un coup naît dans ma tête un désir encore plus profond parce que maintenant je sais que c'est possible. Donc voilà. Ça commence comme ça, et puis il y a eu une deuxième, malheureusement, peut-être 3 ans après, oui c'est ça, 3 ans après, une deuxième interruption de grossesse. Pareil, mon compagnon à ce moment-là était jeune et il n'avait pas spécialement envie de devenir papa, en tout cas pas à ce moment-là, puis on était un peu au début de notre relation aussi, donc ça faisait pas vraiment sens de projeter une vie de parent alors que ça faisait 4 semaines qu'on sortait ensemble, quoi. Ça n'avait aucun sens. C'est quoi. court. Oui, voilà, c'est ça. Donc je lui en veux absolument pas, ni au premier ni au deuxième d'ailleurs. Hein. Mais voilà, donc du coup il y a eu aussi un second IVG. Et là j'avoue ça fait beaucoup quand même dans la tête d'une femme qui a très très envie de devenir maman. Ça fait un peu beaucoup. Et là je me suis promis au deuxième que il y aurait pas de troisième fois. Que ça soit volontaire ou pas volontaire, que je ne vivrai plus ça. Voilà, pour plein de raisons. Voilà. Donc ça c'est... C'était quoi la question déjà ? Bah, c'était ça, d'où te vient ce désir de maternité. Ouais, le désir, c'est ça. Et puis je crois aussi que, intellectuellement parlant, j'avais un peu fait le tour. C'est un peu abusé de dire ça, mais c'est vrai. En tout cas, c'est comme ça que je le ressentais, de ce que la vie pouvait m'apporter. Voilà, j'avais plus ou moins déjà réussi ma vie professionnelle. Ah ouais. Ouais, et je me disais, mais donc la vie, ça va être ça, en fait. C'est juste travailler, faire des super voyages, s'acheter des fringues, sortir, avoir des amis, bien manger. C'est magnifique, hein, j'adore tout ça. Hein. Mais c'est juste ça, en fait, quoi. On est là que pour ça. C'est-à-dire, C'est déjà pas mal. Oui, d'accord, mais j'avais, je sais pas. En plus, t'as l'air d'avoir une vie cool, quoi, tu vois. Ouais, speed, mais cool. Oui. Ouais, mais je veux dire... je trouvais qu'il n'y avait pas de sens ni je suis croyante, tu vois, et il n'y avait pas de sens spirituel à ma vie. Il n'y avait pas cette notion de transmission. Et moi, j'estime que voilà, ma vie à moi en tout cas, et ma féminité et ma parentalité passaient nécessairement par cette envie de transmettre à un être cher. Alors, tu vois, il n'y avait pas cette notion de que ça soit biologiquement le mien d'enfant. Ouais. Mais c'était la notion de transmission qui était la plus importante pour moi. Donc voilà, comprends. la naissance de l'idée, parce que en fil rouge, il y a toujours ces moments où tu te retrouves dans la BD sur ton canapé avec tes pensées, etc. Et le fil rouge qui revient tout le temps, c'est les mecs. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est compliqué. C'est un putain de problème. Pardon d'être naturel. Tu peux, n'hésite pas. Ouais, bah c'est un vrai problème. Alors je dirais que c'est encore un plus gros problème une fois que t'es maman solo. Oui. Parce que alors là, tu viens ajouter une case entre guillemets. C'est ça, très compliqué. Et alors en même temps, j'ai toujours pensé ça, que ça devenait très compliqué. Et puis je suis partie au Club Med au ski en décembre. J'ai rencontré des femmes magnifiques qui étaient dans mon groupe de ski, avec qui j'ai sympathisé, qui étaient à leur deuxième divorce, avec des enfants de papas différents, et qui avaient un compagnon, un petit ami depuis X mois, avec qui ça se passait super bien et tout ça. Et tout ça était très harmonieux. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai un CV hyper simple, moi, en fait. Bien sûr. J'ai juste un enfant qui a pas de papa. Bon, bah c'est pas non plus la fin du monde. La preuve, c'est que ces femmes ont l'air d'avoir des vies professionnelles et vies privées extrêmement épanouies. Donc ça va, c'est pas non plus. Ça m'a un peu rassurée, j'avoue. Ça m'a. L'amour trouve son chemin, tu sais. C'est ce que je me suis dit. Elles ont 50 piges, elles viennent de tomber amoureuses sur je ne sais pas quel site. Ok, bon, voilà, tout n'est pas mort. Mais effectivement, c'est en fil conducteur. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression de pas avoir raté la date de péremption de ma capacité de procréer. Ça, grâce à Dieu, j'ai réussi à y aller avant la deadline. Par contre, la deadline de l'amour, je sais pas à quel moment ça va me tomber dessus dans la vie. J'espère qu'un jour ça va me tomber dessus, mais c'est toujours pas arrivé. Voilà. Parce que tu vois, je me disais effectivement, tu avais la sensation peut-être que ta vie était un peu, intellectuellement, tu avais fait le tour, mais il y a cette case-là entre guillemets que tu n'avais pas coché, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je l'ai coché, ça a été un grand bordel, faut dire la vérité, quoi. Donc, du coup, ça n'a pas été vraiment positif. C'est-à-dire que contrairement à plein de gens, et puis contrairement au modèle que la société veut bien nous vendre, le couple est censé être la base du bonheur. Bon ben moi, non. Moi en couple, je suis pas heureuse. Ça m'oppresse, ça me compresse, ça me déstabilise, ça provoque beaucoup de bouleversements intellectuels.
Ok. Non, mais je veux dire, voilà, c'est pas vraiment un modèle pour l'instant, en tout cas, qui a fait ses preuves. Ok. C'est pas, ça marche pas sur moi. Ok. Donc, j'assume, hein, voilà. Bah oui, oui. Bon, voilà. Et donc là, si je me trompe pas, 31 ans, ta deuxième IVG, c'est ça? Ouais. Et si je me trompe pas non plus, tu finis par faire ta fille à 35, c'est ça? À 35, je m'étais dit 35 ans, deadline. Si t'es pas avec quelqu'un, avec un projet sérieux et avec l'envie de faire un enfant, bah tu le feras toute seule. Donc là, pendant ces 4 ans-là, qu'est-ce Ouais. qui se passe pour toi? Eh ben, forcément, tu mets une pression, du coup, d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai raté ma relation amoureuse à ce moment-là. Mais tu mets une pression sur ton couple qui est énorme, puisque, en gros, la personne, tu lui fais comprendre que maintenant, Tic-tac, tic-tac. il est temps d'y aller. Et donc, moi, j'étais dans une jeune relation. Bon, il se trouve qu'elle était un petit peu compliquée aussi parce que on n'habitait pas le même pays, on n'avait pas la même religion, on n'avait pas le même âge. Ça, c'est quand même déjà beaucoup de... Moi, j'aime bien les trucs compliqués. Ah oui, oui, je vois. Ouais, Ça, c'est à un moment donné où... C'est ça, voilà. Donc, en fait, tout était déjà compliqué. Il se moque, là. Vous le Pas voyez du pas, tout, mais moi, c'est je vous le dis, juste- il se moque. T'es là, putain, j'ai galéré en amour et tout. Ouais. Ok, on s'est mis 6000 bornes. C'était super. On se voyait très, très peu. C'était magnifique. Non, mais c'est vrai que j'ai mis une pression aussi sur le couple, voilà, en faisant comprendre que, bon, là, maintenant, il s'agissait de faire un truc sérieux, voire même de se marier, alors que, bon, c'était pas forcément... Puis je pense que c'est hyper compliqué pour un homme aussi, même s'il est très amoureux, de se dire, oh là là, mais pourquoi elle me pressurise comme ça, la Ouais. dame Tu vois, je pense que c'est pas une très bonne entrée en matière, quoi. Je crois pas. Voilà, c'est qu'il c'est y a ça. un vrai côté, en fait, je viens chercher un géniteur, alors que, à la base, je crois que tu fais surtout chercher une relation, quoi. C'est ça, exactement, voilà. Non, mais après, je pense que j'étais quand même, pour être très honnête, et avec vous, et avec moi-même, pour être vraiment très honnête, même si ça va me desservir, là, ce que je vais dire, je crois que j'ai jamais conçu la parentalité à deux. Ah ouais, Ouais. J'ai toujours pensé que j'allais être une maman solo. ok. Donc, tu vois, je suis même pas sûre que j'avais envie à la base de la partager. Ah, c'est fou. Ouais, ok, je sais. ok. C'est mal, hein, mais, Mais, bon. mais non. Enfin, c'est mal. Enfin, est-ce que j'ai l'air de te J'assume. juger? Oui, non. Non, en écoute, fait, pour moi, au contraire, ça explique beaucoup de choses. Ouais. Bah, j'ai un parcours de vie qui fait que, là, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais qui fait que c'était plus simple pour moi de l'envisager comme ça. Ok. Ouais. Parce que pourtant, si je me trompe pas, tes deux parents... Alors, tes parents sont divorcés, c'est ça? Ouais. Et c'est ça pour toi qui fait que ça a été compliqué? Bah, disons que la relation avec mon papa était très, très compliquée. Ok. Donc, voilà. Ah, mais non, mais tout s'explique, hein, toujours. Hein, Voilà, si tu veux. c'est Après, ça, on n'est pas voilà. obligé de rentrer dans les Non, détails, bah mais voilà, surtout par pas, exemple. d'ailleurs, Non, on s'en c'est fout. pas la peine. Mais en revanche, je trouve ça trop intéressant de, Ouais, ça de le explique. poser là. Oui, tout à fait. Ah, non, ça explique. C'est clair que si j'avais eu un rapport plus harmonieux avec mon papa, probablement que j'aurais projeté la parentalité, comme toutes les femmes, de façon logique avec un homme. Moi, le rapport était extrêmement conflictuel. Je l'ai vraiment subi plutôt, ce papa. Et du coup, voilà, j'avais pas vraiment... en tout cas, j'avais très, très peur de faire un enfant et de lui infliger la même chose. Ok. Voilà. Waouh. Mm. Je t'invite et je vous invite à écouter, les gens qui écoutent, cet épisode que j'ai fait dans Histoire de Daron avec une nana qui s'appelle Fanny, qui raconte justement comment elle a trouvé l'amour en guérissant la relation avec son père. Ah bah, très bien. Après, bon, c'est Bon, j'ai une piste alors. un dos, hein, C'est cool, mais c'est cool. voilà. Merci, c'est cool. J'ai une petite piste. Oui, j'imagine. Ah oui, donc en fait, c'était vraiment un truc que tu projetais toi, Ouais. et ok. Et honnêtement, pour être encore plus honnête, quand je vois mes copines, par exemple, divorcées, mais je bénis le ciel de ne pas avoir parfois les problématiques qu'elles ont à gérer, notamment dans le partage de l'éducation, du lieu de l'éducation, de l'établissement scolaire, des vacances, de la façon dont on fait ou pas les fêtes, de la religion, de 150 dossiers qui sont éminemment importants dans l'éducation. Et quand tu divorces, malheureusement, c'est qu'il y a une divergence de point de vue. Et du coup, ça se ressent. Enfin, il y en a plein, franchement, elles sont en guerre tout le temps avec leur ex-conjoint, et je trouve que ça dessert un peu l'éducation qu'elles offrent à leurs enfants, parce que des fois il y a des compètes même entre les deux parents et tout. Ouais. Bon, moi j'ai pas tout ça quand même, donc je dis pas que j'ai pas de galère, hein, mais je veux dire Après, je trouve ça... Alors, si ça se transforme en guerre entre parents, je trouve ça bof, mais je trouve ça cool aussi de pouvoir offrir Deux aux trucs, enfants, tu vois, ouais. les deux approches différentes, même si
elles sont pas en accord en fait au final, tu vois. Moi j'ai eu 2 trucs diamétralement opposés, quoi. Vraiment diamétralement opposés, quoi. Ouais. Ok. Donc du coup je vois bien ce que c'est, puisque moi mes parents ils ont divorcé. En tant qu'enfant. En tant qu'enfant, ouais. Et mes 2 parents ont pas du tout la même vision des choses, de la vie, voilà, de tout, quoi. Donc. Okay. Et donc tu projetais cette maternité seule et de te dire, ok, en fait j'aurai un enfant à moi. Et en fait, non mais en plus il y a un peu ça. J'ai un peu l'impression, c'est un vrai. peu aussi une sorte ouais. de fil conducteur dans la BD, c'est qu'il y a un côté. En fait, c'est à moi, j'aurais pas à le partager et en fait, j'en ferai un peu ce que je veux et alors justement là, je réalise puisqu'elle a 11 ans que pas du tout. Alors malheureusement, c'est pas du tout le cas. Alors je préviens d'ailleurs les femmes qui éventuellement les jeunes mamans là, vous êtes si vous pensez que non, on n'en fait pas du tout ce qu'on veut. En tout cas, jusqu'à un certain âge, voilà. Étonnamment, c'est des êtres humains à part entière. Évidemment, qui ont leur façon de penser, leur façon d'avancer, voilà, qui sont pas forcément des copier-coller de vous. Donc oui, effectivement, j'ai eu un peu tendance. D'ailleurs, j'étais hyper à louve les premières années, mais d'une force, toujours. Hein, t'en parles dans la BD à plusieurs reprises d'ailleurs. Je suis un peu la caricature de la mère juive. Hein. Alors sans le bonhomme, mais je suis la caricature de la mère juive, vraiment. En étant quand même plus open, hein, c'est-à-dire qu'elle pourra être ce qu'elle veut plus tard, mais quand même. C'est de la liberté, mais un peu restreinte. Oui, en tout cas, tant que tu me rendais compte à moi. Voilà, laisse tomber. Ok. Ouais, voilà. Ok. Donc, ouais, c'est assez... Ouais, non, c'est drôle. J'en rigole, mais c'est vrai, quoi. Il y a un plan dans la BD, tu vois, la première fois que j'ai dû la laisser à une assistante maternelle, parce que j'avais pas encore de place en crèche. C'était un traumatisme pour moi. Pour moi, c'était un organe de moi, ma fille. Puisque je l'ai sortie, je sais, oui. Voilà. Donc la laisser alors qu'elle a à peine 6 mois à une inconnue que j'ai juste croisée dans des petites annonces et tout ça, et qu'il faut laisser mon enfant là à quelqu'un que je connais pas pendant X heures, j'étais planquée dans les buissons pour essayer de voir. C'était un vrai truc que t'as fait ? Ah bien sûr. Ah, je croyais que c'était. Pour rigoler. Je croyais que c'était pour la BD. Il y a rien dans la BD qui est faux. Hein. Okay. Rien n'a été inventé. Ah, j'ai vu ça, j'ai fait OK. Ouais. D'accord. Et encore, on n'a pas mis les plans où je suis dans le couloir de l'immeuble à écouter derrière la porte pour voir comment elle parle aux enfants, quoi. Donc vraiment, ça va loin. J'ai eu du mal à me. Ça va mieux là. Déjà, t'es là et elle est à l'école. Elle est à l'école ou pas d'ailleurs. Je sais pas parce que c'est l'heure de la pause et qu'il n'y a pas cantine parce que c'est grève. Non, je me suis calmée quand même sur le côté louve. Elle part en colo et puis de toute façon aussi j'ai découvert que il fallait absolument pour sa propre construction à elle qu'elle vive en dehors de moi. Quelle est sa vie avec ses grands-parents, quelle est sa vie avec son oncle, quelle est sa vie avec ses copains et copines, quelle est sa vie en colonie, qu'elle apprenne aussi à se dissocier, même si on a une relation extrêmement fusionnelle forcément. Peut-être qu'on va en parler, je sais pas. Oui, on va en parler. Qui est forcément une conséquence de cette façon de faire un bébé. J'essaye quand même de faire en sorte qu'elle soit de plus en plus autonome. Ok. On va y revenir parce que l'aspect fusionnel me titille aussi. J'ai plein de questions à te poser. Ouais. Mais effectivement, tu racontes que pendant ces années-là, donc t'as entamé en tout cas un process pour l'adoption, c'est ça ? Au début. Ouais. Et t'as fini par te rabattre sur la PMA. L'insémination, ouais. Voilà. En Belgique. Ouais. C'est ça ? Ouais. Pourquoi la Belgique, tu veux savoir ? En fait, il y avait 2 choices, Espagne ou Belgique. Espagne, ça avait l'air franchement plus sympa parce que les sites étaient vachement plus clairs, les explications, voilà. C'était aussi plus cher et plus loin, techniquement parlant, en termes de temps depuis Paris pour atteindre. Et il y avait la Belgique qui était plus près, et voilà. Et moi, j'étais quand même déjà à la tête de mon agence de relations presse. Et quand tu fais tous les examens à chaque cycle pour qu'on te dise quand est-ce que c'est le moment go pour faire l'insémination, autant te dire que tu te tapes déjà 250 000 examens. Et t'as pas de timing, on te dit vraiment du jour au lendemain, voilà, c'est maintenant. Donc je me suis dit que c'était quand même vachement plus facile de monter dans un Thalys que de prendre l'avion pour aller à Barcelone ou autre. Voilà. Donc j'avoue que d'un point de vue logistique, j'ai préféré la Belgique. Je sais pas si on va en parler après, mais moi j'étais à Bruges et c'était pas forcément... le top. C'est-à-dire ? T'as vu dans la BD, par exemple, quand après les 2 premières inséminations qu'on foirait, ah oui. Ils estiment que, alors que c'est pas du tout écrit dans le protocole, que normalement j'ai acheté 5 paillettes
à 1200 €. En gros, en Espagne, à l'époque, c'était 5000 €. Les paillettes, c'est le petit Les mot paillettes, pour, c'est les mots. Bah ouais, ça s'appelle paillettes. Hein, c'est le sperme, en fait. Donc, ça s'appelle des paillettes. C'est très joli, c'est poétique. J'ai gardé le mot. J'aime beaucoup. Et donc, en Belgique, après 2 inséminations ratées, ils ont estimé que, comme je suis pas venue à la troisième fois, que j'avais peut-être un manque de désir de devenir maman. Alors qu'en fait, c'est juste que j'étais crevée. Je me piquais déjà depuis 6 mois pour booster mes hormones. Donc, je te dis pas déjà les montagnes russes au niveau émotionnel et hormones, comment j'étais, voilà. J'étais au taquet, comme on dit. Et donc, j'avais eu besoin de partir en Inde et de faire un grand séjour là-bas pour prendre un peu de recul sur tout ça. Continuer, évidemment. Ça voulait absolument pas dire pour moi arrêter continuer le process. Le process. Mais c'est juste que, voilà, j'ai pas été le 3e mois. Voilà. Et eux, ils m'ont sorti du protocole. Quand je suis revenue le 4e mois à Paris pour dire, bah, c'est parti, on se remet dans la route. Et ils m'ont dit, ah bah non, c'est fini. Vous êtes éliminés. Ah bon? C'est Koh-Lanta, quoi, le truc. Grave. Et là, j'ai dit, mais non, mais comment ça, éliminer? Mais vous plaisantez ou quoi? C'est toute ma vie, quoi. Je veux dire, c'est toute ma vie. À l'époque, c'était énorme. Je veux dire, j'avais fait presque 1 an de parcours pour en arriver là. Les psys, les machins, les rencontres, les ceci, les picous, acheter un appartement, arrêter de fumer. Tout était prêt. Oui, arrêter de fumer, tu le mentionnes en passant, mais ça avait l'air d'avoir été un vrai dos. Hein. Bah oui, parce que 10 kilos direct, parce que remplacement par les bonbons que j'ai toujours pas arrêté 11 ans après. Donc gros dossier quand même, parce que donc du coup, changement de forme, et plusieurs fois. Et tu fumais beaucoup? Je fumais énormément. Je fumais 1,5 paquet par jour. Ah, oui, grosse fumeuse. Ouais, ça craint. Que tu as réglé grâce à l'hypnose, hein, d'ailleurs. Ouais, exactement. Soit dit en passant. Ouais, exactement. C'est vrai. Alors, je pense que quand même, mon désir de devenir maman était hyper fort et donc, du coup, la motivation était grande pour créer une cabane propre. Puisque j'ai refait l'hypnose 3 fois pour essayer d'arrêter mon addiction au sucre. Ça n'a pas du tout marché. Donc, tout ça pour dire que je sais pas si c'est vraiment l'hypnose qui m'a fait arrêter de fumer, mais en tout cas, ça a marché. Okay. Mais voilà, tu vois, j'avais mis toutes les conditions et c'est vrai que bah, quand la personne, une dame au standard d'un hôpital qui ne parle que flamand, qui déteste parler français, vous dit tout d'un coup, bah non, vous êtes out. Vous dites, mais qui est cette dame pour décider d'un truc aussi important dans ma vie? Est-ce que je te connais? Est-ce que tu sais ce que je ressens? Est-ce que... Si je me trompe pas, tu lui as incendié la gueule, c'est ça? C'est ça. C'est et la maman est venue au secours. C'est ça. C'est-à-dire que la dame, je l'ai pulvérisée. Et du coup, plus personne ne voulait... Hein. Non, j'avoue, j'ai un petit caractère de merde. Et du coup, plus personne ne voulait me parler dans ce truc. Et donc, j'ai appelé ma maman au secours en lui disant, mais maman, ils me veulent plus me parler. Pourtant, il m'en reste 3, des paillettes. Donc, j'ai encore le droit à 3 essais. Est-ce que toi, tu veux pas, ma mère étant extrêmement diplomate, polie, blonde... Pas un truc qu'elle t'a éduqué, quoi. Ouais. Qu'elle t'a appris. Bah si, elle me l'a appris quand je veux l'utiliser. Ah oui. Si, quand je veux l'utiliser, je sais faire. Je suis un grand caméléon. Sauf que je veux pas souvent. Voilà, c'est ça la différence. Voilà, c'est-à-dire que je n'ai pas la volonté, forcément, d'utiliser tous ces... Oui. Toutes ces gammes, toutes ces... Voilà. C'est vachement plus intéressant, le lance-flamme, finalement. Ouais, non, c'est pas de vrai, c'est brûler nul. tout le monde. Voilà, c'est ça. Non, mais j'ai eu de la chance parce qu'effectivement, elle m'a accompagnée, elle est venue en train avec moi. Je sais pas ce qu'elle leur a raconté. Si, elle a dit une phrase qui était importante quand même. Je crois que je l'ai mise dans la BD. Elle a dit, écoutez, je vous témoigne que le désir d'Élodie de devenir maman n'a absolument pas bougé d'un iota. C'est profond. Elle a un petit problème actuellement, effectivement, pour s'exprimer calmement parce que justement, elle prend des hormones de dingue et que donc elle est boostée comme un cheval. Mais moi, je vous dis que en tant que maman, je vous assure vraiment de ça. Donc, franchement, je sais pas si elle avait pas eu ce discours-là. Est-ce que, je sais pas, ça se trouve. Et parce que ce qui est fort, c'est que c'est quand elle est venue, ils ont dit bon, allez, d'accord, vas-y, va dans la pièce à côté, on va faire une insémination. Et ben, elle a marché. Waouh. Tu vois, c'est fort hein, quand même comme truc. Et ouais. Et souvent, on en rigole avec maman, parce que je lui dis souvent, c'est complètement incestueux un peu de dire ça, mais finalement, c'est un peu avec toi aussi que non, mais parce qu'intellectuellement, en tout cas, elle a mis son grain. Comment se passe cette grossesse pour toi alors? Alors, déjà peut-être on peut parler de comment se passe l'annonce de la grossesse. Oh, mais quelle joie. Mais vraiment waouh. C'est tellement dur quand on vous annonce et ça je pense que toutes les femmes qui suivent de la PMA, qu'elles soient en couple, pas en couple,
hétéro, lesbo, ce que vous voulez, tout le monde le connaît, ce truc-là. C'est tellement dur de mettre toutes les chances de ton côté et puis hop, tu vois que t'as tes règles. Tu te dis à chaque fois, mais waouh, ça... C'est vraiment très compliqué. Hein. Il faut savoir quand même qu'il y a pratiquement une femme sur 2 qui a un souci pour faire un bébé. Hein. Donc je veux dire, c'est pas si anodin que ça. En fait, toutes les femmes, elles passent par des parcours. Même les femmes qui sont dans des couples hétéros et tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a vraiment un gros dossier quand même là-dessus. Donc, je permets juste de mettre un petit de tempérer parce que j'ai reçu hier une maman qui racontait qu'en fait ils ont décidé de procréer, de faire un enfant, etc. Et elle pensait que ça arriverait pas avant 6 mois, 1 an. Et puis ça arrivait tout de suite. Et ça arrivait le mois même, quoi. Non, mais donc, ça arrive aussi, bien sûr. Mais n'empêche que la réalité, c'est quand même qu'il y a des soucis de fertilité chez beaucoup de femmes. Et surtout que c'est hyper douloureux et que c'est pas vécu de la même façon, je pense, par l'homme, parce que lui, il se dit juste, bon, bah, ok, là, allez, ça va pas marcher, mais peut-être ça va marcher après. Toi, tu te remets en question parce que tu sais que c'est toi l'outil de fabrication. Ouais. Et donc, c'est hyper bizarre parce que tu te dis, mais je comprends pas. Je suis cap. Ouais, il y a une culpabilité Exactement. qui vient derrière. Ouais, c'est ça. C'est merde, j'ai pas fait bien les trucs. Le petit jeu de la culpabilité qui commence. Exactement. Et qui est très, très, très fourbe, je trouve, dans nos sociétés. D'ailleurs, on fait peser un poids extrêmement lourd. Toute femme qui a un peu plus de 35 ans et qui a pas d'enfant, il faut voir le regard quand même que... Alors que certaines, c'est un choix, quoi. Et qu'elles ont le droit de ne pas avoir envie Bien sûr. Voilà. Ben, on va quand même poser un regard. Ah bon, ah d'accord, pas d'enfant. Je vous invite à, si vous écoutez cet épisode, j'ai reçu Elsa, qui a 45 ans, qui n'a pas d'enfant, qui raconte c'est bien. son parcours. C'est très intéressant. Donc, en tout cas, c'était quoi la question de base? Comment s'est passée l'annonce pour toi? Ah oui, l'annonce. Et ben voilà, l'annonce, elle s'est très bien passée. J'étais hyper contente. Une des premières personnes à qui je l'ai annoncé, et ça en fait une scène gag dans la BD, c'est mon père. Qui est donc un vieux pied noir, sourd, un petit peu déconnecté, je dirais, de notre société contemporaine. Donc je lui annonce, papa, je suis enceinte, c'est magnifique. Oh, c'est super, c'est magnifique, ma fille, Mazal Tov, ça y est, je vais devenir grand-père et tout. Je lui dis, oui, tu sais, je me suis fait inséminer en Belgique. Ah bon, en plus, t'as trouvé un mec en Belgique et tout, le papa est belge. Non, t'as pas compris, en fait, c'était pas ça. C'était pas ça. Bon, c'est pas grave. En tout cas, oui, il y a... Ça a été un peu un gag parce que... C'est un dialogue de sourd avec ton père, alors. C'est ça. Complet. En permanence. C'est voilà, ça que tu me dis. C'est un peu ça, oui, j'avoue. Complètement même. Voilà, en tout cas, non, j'ai été hyper contente. Toute la famille l'a super bien pris. Et puis, il y a eu un engouement, j'avoue, autour de moi. Je sais pas si c'est parce que justement, entre guillemets, j'étais un peu un cas bizarre de faire un bébé toute seule. Mais à l'époque, j'avais 2 tonnes d'amis sur Facebook. Et j'ai fait ma grossesse avec mes amis Facebook. C'est-à-dire que vraiment, j'ai partagé chaque émotion, chaque doute, chaque peur, chaque joie, avec mes amis sur Facebook. Et eux qui étaient tous dans leur vie, soit déjà parents, soit pas encore, ou en tout cas, voilà. Mais ils avaient tous, du coup, des conseils à me donner. Et honnêtement... c'est tellement dur, franchement, de faire un bébé toute seule et de vivre cette grossesse-là toute seule qu'ils ont été d'une grande aide et d'un vrai soutien. Le fait de partager, tu vois. Ouais. Parce que, faut pas se mentir, une grossesse pour n'importe qui, je pense, mais encore plus peut-être pour une maman solo, mais pour n'importe quelle femme, c'est rigolo les 6 premiers mois. T'es belle, t'as une patate de fou, t'as un beau ventre, c'est magnifique, quoi. Tout le monde te regarde avec admiration, te laisse la place. Tout le monde est extrêmement bienveillant avec toi et tout. Bon, après, il y a les 3 derniers mois. C'est pas la même. Hein. C'est-à-dire, là, t'es énorme. T'as mal au dos. T'as des hémorroïdes. Tu peux plus monter les escaliers. Les dentistes, ils veulent même plus te toucher. C'est un enfer. Les dentistes. Ouais, j'ai une galère de dents quand j'étais enceinte. J'ai fait 7 dentistes pour trouver un qui voulait bien me soigner une carie. Parce qu'on met pas les femmes enceintes, c'est compliqué, quoi, tu vois. Dès qu'ils te voient arriver avec un ballon, là. Ah non, mais nous, bah oui, mais c'est-à-dire que j'ai quand même une carie. Donc, ok, il y a un bébé, soit. Et on va essayer de ne pas l'embêter. Mais moi, j'ai une carie. moi. C'est là que tu comprends, en fait, que pendant les derniers mois de ta vie, t'es quand même juste la cabane. T'es un vaisseau, quoi. Ah ouais. T'es la cabane du bébé que tu portes. Alors, c'est super, hein, mais tu te désappropries aussi ton corps, hein, quand même. Hein, il y a un moment dans la BD où tu dis que tu prends conscience aussi à ce moment-là que c'est une décision irréversible. Exactement. Ouais. C'est ça le plus dur. T'en avais pas conscience avant. Ouais.
Bah ouais, parce qu'avant, t'es dans l'effervescence de trouver une solution. Bon, t'as fait le deuil de l'adoption. Hop, t'as basculé après sur cette histoire d'insémination. Tu mets 1 an et demi à y arriver, à être dans le pipe et dans le protocole. Tu le suis, ça marche, ça y est, t'es enceinte et tout. Bon, tout ça va finalement assez vite, en fait. Hein. Enfin, tu vois, les émotions et tout s'enchaîne, tout est logique. Et puis là, après, il y a un vrai temps long, qui est la grossesse. Et toi, tu le sais que t'es en train de le fabriquer, le bébé, parce que toi, tu le vois tous les jours, ton corps, il change. Et puis ça y est, au bout du 5e mois, ça bouge, tac, t'es au courant qu'il y a quelqu'un qui habite chez toi. Tu vois, ça y est, c'est bon, là, ça devient hyper concret. Et du coup, tu sens que ta décision, waouh, mais en fait, tu pourras jamais revenir en arrière, quoi. Je veux dire, c'est fini. C'est-à-dire que là, c'est pour toute la vie. Tu vas être maman de cet être pour toute la vie. Ça te fait peur, la solitude, à ce moment-là? Parce qu'il y a aussi énormément. ce côté, là, je suis toute seule face à ce truc. Énormément. Et ça fait encore plus peur quand le bébé naît. Là, c'est pour ça que je viens te parler, Élodie, les grands yeux comme ça. Ouais, là, comment, tout ce que tout le monde appelle, là, je sais pas quoi, la dépression postpartum, la dépression postpartum quand t'es tout seul, elle est plus que violente. Ça a été un tsunami, quoi. Un tsunami tel que je pense que j'en ai fait une tumeur. La tumeur que j'ai après, tu vois, moi, je suis sûre qu'elle vient de là. T'es sûr ah oui, moi, je suis sûre qu'elle vient de là. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dur. Beaucoup trop dur. Tu ne peux pas dormir. Quelqu'un qui vit sans dormir. Oui. Tu vois, c'est pas possible, tu vois. Mais ceci dit, tu vois, il y a un truc où je trouve que dans ta situation, c'est plus clair. C'est que, par exemple, j'ai reçu pas mal de jeunes mamans qui ont fait des postpartum hardcore aussi, mais qui se reposaient sur leurs mecs, là où les mecs n'étaient pas à la hauteur, si tu veux, ou ne prenaient pas leur place, en tout cas. Et je crois que c'est d'autant plus dur de se dire, ah putain, mais en fait, donc j'ai mon gars, mais mon gars, il fait pas le taf, donc en fait, je vais le faire. Là où toi, j'imagine que tu savais que tu pouvais compter que sur ta pomme, quoi. Ouais, et puis il y a aussi toute la tchatch, tu vois, sans être méchante, mais tout ce qu'on t'a un peu fait croire avant que le bébé arrive, notamment ton entourage proche, comme quoi ils vont être là, et en fait, non. En fait, ça y est, tu vois, t'as voulu faire un enfant seul, maintenant, meuf, vas-y, assume, hein. C'est toi qui as décidé ça, non? Donc, T'expliques justement que ta mère et ton frère, c'est ça? Il y a une soirée où vraiment t'es au bout du roule, et voire même tu dis que tu regardes ton appart et tu te dis, ah merde, c'est pas assez haut pour me jeter. C'est ça. Ouais. Elle a 3 semaines et ça faisait 28 jours que j'avais pas dormi d'affilée du tout. Et je devenais ouf. J'étais vraiment, mais quand je te dis fatiguée, c'est, tu vois, j'arrivais pas, quoi. Les émotions étaient trop fortes, puis je comprenais rien. Pourquoi ça pleure tout le temps, ce truc? Tu changes, tu donnes tété, tu dis, ah merde, alors c'est moi, mes seins, il y a pas assez de lait. Bon, je vais me donner le biberon. Culpabilité. Ouais, tu vois, puis tu comprends pas, quoi. T'es tout seul. Et puis t'as pas quelqu'un, un compagne ou une compagne, t'as pas quelqu'un qui est avec toi, qui pose un regard sur cet enfant et qui peut éventuellement te calmer. T'as jamais quelqu'un à qui tu peux dire, ah, excuse-moi, j'ai une gastro là en ce moment, donc je vais aller aux chiottes, je te laisse t'occuper du môme pendant 2 heures. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'avais une gastro, j'avais une gastro avec mon môme. Tout est comme ça. Et c'est hyper lourd, quoi. Et moi, en plus, j'avais une boîte à faire tourner. Oui. Donc, tu l'as précisé là, juste comme ça en passant, mais professionnellement, t'es chef d'entreprise, quoi. C'est ça, voilà. Donc, j'ai eu la grande surprise, très, très sympathique, d'avoir formé une fille qui s'appelait Natacha. Bonjour Natacha, si tu nous écoutes. Ouais. Si tu nous écoutes, jamais je te pardonnerai, sache-le. Ok. Je l'ai formée, enfin, elle était déjà RP, mais je l'ai formée à mes clients pour qu'elle prenne... T'es attachée de presse, hein. Exactement. Voilà. Je suis attachée de presse, donc voilà, je l'ai formée pour qu'elle prenne la suite avec mes clients et que pendant au moins un petit laps de temps après l'accouchement, comme toutes les femmes, je bénéficie entre guillemets d'un congé maternité. Et puis en fait, donc je l'ai bien payée pour la former, je lui ai bien présenté tous mes clients et je sais plus exactement quel jour, mais elle m'a envoyé un jour un mail depuis la Guadeloupe en me disant bon en fait non, non, salut. Pioche, hein. Ouais. Et voilà. Et Inès avait 20 jours. Donc, j'ai eu 0 congé mater. Et en plus, la boîte, elle était au top du top quand je l'ai laissée. Enfin, avant d'accoucher, quoi. J'avais, je sais plus, 8-10 clients, ce qui est beaucoup quand même déjà. Donc voilà, je me suis retrouvée avec le nourrisson, la boîte, tout en même temps. Et
Voilà, ouais, c'est compliqué. Et j'ai pas bien anticipé, tu vois, si j'avais des conseils à donner, c'est vraiment cette phase-là, là, les 6 premiers mois après l'accouchement. Je pense qu'il faut être vachement aidé, quoi. Alors, soit tu as une maman qui est cap de venir carrément vivre chez toi pour t'aider, une sœur, une copine, un pote, je sais pas, n'importe qui. En tout cas, tu as une personne sur qui tu peux compter pour, par exemple, dormir une nuit sur 2. Éventuellement, pouvoir te laver, faire à manger, et ce genre de truc. Parce que toi, quand tu es tout seul, concrètement, on dit tout le temps aux femmes, quand elles ont un bébé, il faut dormir quand le bébé dort. D'accord. Alors ça, c'est dans le monde où tu es avec quelqu'un. Parce que dans le monde où tu es tout seul, quand le bébé dort, c'est là que tu dois faire les machines, c'est là que tu dois faire les courses, c'est là que tu dois faire ton ménage, c'est là que tu dois bosser. C'est-à-dire que les heures où le bébé dort, toi, t'es pas du tout en phase. Enfin, tu peux faire tout ce que t'as pas fait. Donc, moi, je me suis pas écoutée pendant 2 ans, tu vois. C'est pour ça qu'on a découvert la tumeur assez tard, tu vois. T'as eu des regrets à ce moment-là? Ouais, franchement, même si t'es content, tu vois. Bah, t'avais ton bébé. T'avais ton bébé, mais ta fille, quoi. Moi, la perte de liberté, mais même encore maintenant. Oui, parce que j'ai bien compris que si vous avez lu la BD ou si vous entendez Elodie depuis le début, on est sur une femme libre. Hein, oui. En moyenne, on est plutôt sur. On est sur ce modèle-là. On est sur l'option free. Grosse envie de liberté. Hein. Ouais, c'est ça. J'avoue que c'est vraiment intrinsèque et c'est une définition sine qua non de mon existence, vraiment pour tout. Mais tu le savais pas, ça? Que ça allait me rendre pas du tout libre. Bah, qu'en fait, effectivement, c'est ton bébé, donc en fait, t'as pas un coparent avec qui dealer, mais que bah quand même. J'avais pas mesuré ça. Et j'avais pas mesuré que ma vie à moi allait être autant chamboulée. En plus, il se trouve qu'à l'époque, j'étais encore un peu dans la musique. Donc vraiment aucun rapport, dans le sens où je sortais entre 3 et 4 fois par semaine pour voir des scènes, pour voir des concerts, pour rencontrer des artistes et tout. Et là, quand t'es maman solo, même pas en rêve, tu sors 1 fois par mois, tu vois. Donc, ta vie, elle change du tout au tout. C'est-à-dire que vraiment, tu passes de être tout le temps tourné vers l'extérieur à tout d'un coup être entièrement tourné vers ton intérieur. Et ton intérieur, des fois, ok, un gazouillis, un sourire et tout, ça te rend extrêmement heureuse. Mais oui, il faut reconnaître quand même qu'au début, il y a des fois où tu dis, mais putain, mais je ne vais pas y arriver. Je vais mourir, en fait, là. Je vais mourir. Et on va mourir d'ailleurs du coup ensemble, puisque oui, tu vois, parce que de toute façon voilà. Bon, heureusement ça dure pas non plus. Et puis voilà, et puis la vie prend le dessus. Et puis il y a ces histoires de garde. C'est un peu comme c'est le Messie qui arrive quand t'as une solution de garde, quand t'as une place en crèche parce que tout d'un coup tu retrouves un temps pour toi. Et c'est la première fois. Et tu peux respirer 2 minutes. Alors bon. Et il y a un paradoxe, j'ai l'impression, chez toi, ouais, parce que tu étais à la fois ultra et à la fois tu fusionnel. peux pas le laisser. Exactement, c'est un vrai paradoxe. Et la preuve, c'est que j'étais hyper contente de trouver cette solution de garde. Et par exemple, l'assistante maternelle, je ne la prenais que 3 fois par semaine, 4 heures. Alors que j'aurais pu la prendre 4 jours par semaine, je sais pas combien de temps. Les gens qui avaient une place en crèche, ils laissaient le matin les mômes à 8 heures et venaient prendre à 18 heures. Moi, je la laissais à 10 heures moins le quart, c'est-à-dire la dernière rentrée, c'était elle. Et la première sortie à 16 heures, c'était moi. Tellement je culpabilisais de laisser mon enfant à la crèche, tu vois. Et puis, j'allais dire aussi, tu pouvais sortir, tu avais quand même le fric pour pouvoir payer les babysitters, etc. Mais c'était dur pour toi. Oui et non, hein, ça dépend des années. Oui, il y a eu des années où j'avais grave le fric, puis des années où pas du tout. Hein. Vraiment, c'était même pas la peine d'y penser. J'ai eu tout. C'était pas... Par contre, j'ai jamais eu vraiment cette envie-là. C'est-à-dire que je pense qu'il y a D'ailleurs, on en a parlé avec Hélène, la pédopsie qui est dans la BD, qui a aidé 3 fois, à des moments différents, Ness à vivre son identité, et en fait m'a aidé moi aussi à travers ces mots. J'avoue, en vrai, c'est moi ça a aidé pas mal. Je suis hyper contente parce qu'elle m'a envoyé un petit SMS ce matin, elle m'a dit qu'elle serait là à la dédicace le 21 avril. J'avoue, je suis ravie. Ça me fait plaisir qu'un des personnages de la BD, entre autres, bon, il y en aura plein, mais voilà, c'est très sympa. Et elle m'a dit un truc assez vrai un jour, parce qu'elle a vu que vraiment, en fait, j'étais dans une culpabilité de ouf. Mais faut dire, rappelez-vous un peu tous, là, je sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, c'était pendant les années où il y avait toutes les manifs, tout le temps, des gens en rose, là. La manif pour tous, là, contre le mariage gay et contre la PMA et tout ça. Et ils étaient dans la rue en mode comme nous, là, les gilets jaunes, ou après, enfin, tu vois, c'était un vrai mouvement massif, important.
Et moi qui me faisais vachement peur, quoi, parce que je me disais, mais tous ces gens sont contre moi, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi il y a marqué un papa et une maman? Bah moi c'est juste une maman, mais reconnais que j'ai quand même une famille. Ok, peut-être le modèle ne te convient pas, ne correspond pas à ton truc, mais elle existe. Moi j'existe, ma fille existe, donc reconnais-nous au moins le droit d'exister. Et donc ça c'était hyper culpabilisant. T'avais besoin d'être reconnu par ces gens-là pour avoir la sensation que j'avais t'existes envie aussi. Ouais, parce que tu vois. On s'en fout, pas. Tu vois, t'aurais pu aussi avoir ce truc de mais allez vous faire cuire le cul finalement. Ouais, c'est vrai. Mais ça me faisait mal parce que tu sais, t'as vu la première scène. Voyons un petit peu Ouais, mais te rappelle-toi la première scène de la BD, la première personne à qui je l'annonce d'ailleurs avant mon père. C'est mon meilleur pote, tu vois. C'est un ami à toi. Mon meilleur Ton pote. Meilleur ami. Je le perds. Le mec, ça fait 15 piges que c'est mon meilleur pote. Je lui annonce que je vais être maman solo et. Tu l'as plus revu? Je l'ai plus jamais revu. Oh là là. Donc, tu vois, c'est... Parce qu'il t'a jugé direct. Ah, bah, il m'a jugé direct. Lui, il venait juste d'être jeune papa. Pourtant, c'était un mec ouvert, cool. On vote pareil. Enfin, je veux dire, on fumait les mêmes joints. Enfin, tu vois. Donc, c'était pour dire que, normalement, on avait une vraie connexion. Normalement. Je m'attendais pas à cet excès tout d'un coup d'extrémisme intellectuel et pourtant quand je lui ai annoncé il m'a dit mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais c'est surtout un manque d'ouverture, non, un manque d'écoute et par puis rapport tu sais à toi, c'est des stéréotypes quoi. D'ailleurs j'ai eu des réflexions comme ça en MP sur LinkedIn quand j'ai annoncé la sortie de ma BD. Bon, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu que 3, mais elles m'ont fait vachement de peine. Des mecs qui m'ont écrit oui, vous niez la masculinité, espèce de femme frigide, quelle décision égoïste, mais à quoi pensiez-vous? Oh là là, je me suis fait attaquer, mais dingo, j'ai reçu des mails de dingue. Mais tu sais de quoi ça parle? C'est-à-dire? Bah en fait, moi l'un des trucs dont je me suis rendu compte quand pendant la grossesse de ma première fille, c'est que je me disais. En fait, c'était très drôle parce que je me suis dit, vraiment, je me suis rendu compte à quel point, en tant que mec, on servait strictement à rien. Parce que, en fait, j'ai eu toute une période où je voyais ma femme en train de se faire rouler dessus. Enfin, tu vois, j'avais des pensées horribles où elle se faisait renverser par un camion, où elle tombait dans les escaliers, etc. Et donc, alors que je suis pas du tout comme ça, j'ai pas peur de la mort. Mais là, vraiment, j'ai eu 15 jours où mon cerveau, il avait besoin de traiter ça, quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, moi, je peux me péter la nuque demain. Que notre fille et globalement même tu vois l'espèce survivra si tu regardes d'un point de vue plus macro quoi. Et je me suis dit mais vraiment ça, je ne sers à rien. Et pour moi je crois que ton cas, ton histoire, elle est aussi quelque part une forme de concrétisation de cette menace de en fait les femmes peuvent se passer de nous. Mais tu te rends compte du pouvoir que vous avez? Bah ouais, non, mais je me rends compte que ça puisse être vu comme ça. Ouais, non, mais je sais. C'est pour ça que je mets tout le temps beaucoup d'amour dans mes propos et j'essaye de faire comprendre que je l'ai vraiment pas du tout fait contre l'homme. C'est absolument pas une décision. Et mon féminisme, il est pareil. Mon féminisme à moi, parce que je m'estime féministe, il est absolument pas contre les hommes. Il est pour la femme. C'est très différent. Voilà. C'est juste que j'ai absolument rien contre les hommes. Je les aime beaucoup. J'ai pas le prince charmant là adéquat. Mais. Mais ça veut pas dire que t'aimes pas les hommes. Voilà, exactement. C'est une question d'amour. C'est ça, voilà. Pas pareil. C'est pas pareil, voilà. Mais je veux dire, j'aimerais bien que les gens en fait ne pensent pas que c'est contre eux, que les hommes ne voient pas les femmes qui vont faire un bébé toutes seules comme un acte qui nierait leur virilité, leur masculinité, leur parentalité, tout quoi. C'est pas du tout moi en tout cas je l'ai pas du tout vécu comme ça, voilà. Et je trouve ça hyper dérangeant et blessant les attaques que j'ai pu avoir comme ça. Et donc je remets le truc dans le contexte à l'époque, c'était hyper fréquent ces propos. Encore aujourd'hui là on est en train d'en parler tranquillement. Vous m'invitez dans votre podcast et j'en suis ravie. Vous voyez. Ouais, pardon, pardon, hop là, j'ai switché. En mode professionnel. En mode professionnel. Et je suis ravie parce que voilà, ces propos-là aujourd'hui, maintenant, les langues sont déliées, tout le monde en parle. Tu vois, quand tu dis coparent, déjà, tac, ça veut dire c'est possible que ce soit homme-femme, tac, tac. Tu vois, tout ça, là, tous ces schémas-là, ils ont été déconstruits et reconstruits. C'est magnifique. Super. On a avancé. En tout cas, ils sont en train. Ouais, ils sont en train. Oui, parce que si tu veux que je te donne un exemple rigolo, il y a 1 an et demi, j'arrive sur Paris, alors que j'habitais au Lilas. C'est aussi dans la BD, j'ai oublié de mettre cette scène-là, mais elle est exceptionnelle. Il faut inscrire ta fille à l'école. Tu vas sur le site de la ville de Paris. Tu remplis les formulaires. Oui. Tu es la mère. Et hop, il y a le bouton tu es le père. Eh ben, tu peux pas faire avance, recul. Vas-y.
je peux pas remplir parce que il y a pas de paire. Alors du coup, j'appuie. Ah non, ça marche pas. Mais il y a pas d'autre formulaire pour inscrire ma fille à l'école qu'en ligne. Je peux pas le faire directement. T'as remis ton nom, non? Alors qu'est-ce que je fais? Eh ben j'ai mis des ABCD2 Schnifflé YWZ. Voilà, le père s'appelait comme ça. C'était ma seule façon d'avancer. Tout ça pour dire qu'il y a à peine 2 ans encore, alors que par exemple le mariage pour tous était passé, alors que tout ça, voilà, a avancé dans la société. N'empêche concrètement dans la vie de tous les jours, il y a encore notamment dans l'informatique, des choses où ça n'est pas possible. Quand tu remplis pas le champ papa, c'est pas possible, ça marche pas. Alors que, tu vois, ça peut exister quand même, quoi. Bien voilà. sûr, Donc c'est pour dire qu'il y a, voilà, la preuve, c'est pour dire qu'il y a là vraiment. Pour le dire en plus. Exactement. Je suis là pour. Ça. En tout cas, ces gens-là, ils ont fait beaucoup de mal, hein, quand même, faut le dire, et ils continuent de faire beaucoup de mal parce qu'en fait, ils existent toujours. Hein. Ok, ils ont perdu sur un premier champ de bataille, mais en vrai, ils sont là. Et c'est vrai que moi, j'ai eu souvent tendance à culpabiliser, du coup, à cause de leur regard. Et si j'avais pas eu cette Hélène qui m'a dit un jour, Élodie, tu as rien enlevé, tu as créé la vie. Tu n'as rien enlevé à personne. Donc arrête de culpabiliser de tout et de vouloir absolument être tout du coup pour Ness, tu vois, parce que c'est lourd de sens en fait. Après, tu vois, t'es tout le temps en train de te dire bon alors elle a pas de papa, donc bon allez vas-y, il faut que sa vie elle soit exceptionnelle. Et donc tu fais tout pour que sa vie soit exceptionnelle, sauf que ça te met une pression de malade mental que j'ai pas lâché. Hein. Ah, t'y es toujours? Ouais, et en fait, elle se rend même pas compte d'ailleurs que sa vie est exceptionnelle. Mais bien sûr. Évidemment. Enfin, ça, c'est la base. Hein. Ouais, ça, c'est la base. Ouais. Moi, je suis toujours en train de pédaler, quoi, mais bon, voilà, c'est pas grave. Ça va. Je crois que ça arrivait à l'adolescence, tu vois, où vraiment, je crois qu'ils prennent conscience de, ok, ils regardent les potes en face, ils se regardent eux, ils disent, ouais. Tu l'as emmené partout dans le monde. C'est ça. Elle a un passeport, t'as mal au crâne, quoi, sans vouloir. J'ai à peine osé l'aborder dans la BD parce que ça fait vraiment privilégié et que j'ai pas trop envie de passer non plus pour je sais pas quoi d'ailleurs, mais tu le dis, t'as un bilan carbone ouais, à chier, voilà. J'ai un bilan carbone à chier alors que mes clients sont dans l'environnement. D'ailleurs, quand ils vont comprendre qu'en fait je prends très très souvent l'avion. Non mais voilà, là on va au Kenya dans 10 jours, tu vois. Ah oui. S'en fout complètement, mais alors d'une force. Bah oui. Alors que moi je suis surexcitée d'aller voir les animaux et d'aller en safari et d'amener enfin, voilà. Bon, voilà, c'est une truc parmi tant d'autres, mais oui, elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. Et moi j'ai toujours tendance à vouloir combler, voilà, ce qu'elle a pas. Alors que. Mais qu'est-ce qu'elle a pas? Bah un papa. Ah. Un papa quand même, c'est énorme, tu vois. On est quand même normalement tous élevés, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, par un papa et une maman. Ou deux mamans, ou deux papas, mais en tout cas 2 êtres, 2 façons de penser, de ressenti, de lecture de la vie, de façon de prendre les choses. Voilà. Moi, il y a moi et moi et moi. Et elle a des figures paternelles. Alors, elle a 2 grands-pères. Ouais. Elle a 2 grands-pères, puisqu'elle a mon papa et mon beau-papa. Qui sont 2 papis très différents, super. Elle a un tonton, elle a mon frère Ilan, qui est un petit peu présent dans sa vie, pas énormément, mais un peu. Et puis voilà, elle a des figures masculines, mais bon, j'ai 2 autres frères du côté de mon père, par exemple, bah ils ont pas vraiment joué de rôle, tu vois. Du coup, je les ai pas mis dans la BD. C'est pas très sympa parce qu'ils existent, mais c'est la vérité. Donc, comme j'ai mis que la vérité, tu vois. Voilà. Mais ouais, par exemple, quand j'étais à Bruges et qu'il fallait faire pendant 2 heures l'entretien avec le psy pour lui prouver que si, t'étais tout à fait capable de faire un bébé toute seule, j'avais grave vendu le fait que j'avais 3 demi-frères. Bon. Oui, et puis. Ça s'est pas passé exactement comme je l'avais bien vendu. Par contre, ça m'a bien aidé à vendre le projet. Bon, après, dans la vraie vie, ouais, il y a des figures, mais bon, c'est quand même un manque. Hein, je pense que. Elle le verbalise aujourd'hui? Pas du tout. Le manque, tu veux dire? Oui. Non, pas du tout. Jamais. Elle l'a verbalisé, tu vois, des fois quand elle était petite, là, justement, les 2-3 fois où on a été voir Hélène. BD, ouais, elle a dit une fois, en traversant la rue, comme ça, entre 2 trucs qui n'ont rien à voir. Mais attends, maman, mais si je le connais pas. Mais ça veut dire peut-être que je l'ai déjà croisé dans la rue, en fait. Ah, moi, j'étais là, oui, d'accord. Wow, les gamins qui te sortent. À 4 ans, ouais. Tu m'étonnes, tu es là, mais qui est sorti de nulle part. T'es en train de faire les courses, quoi? Qu'est-ce que tu dis? T'as croisé qui?
Mais non, alors Là, tu peux te dire que ça a ça tourné. veut dire que ça a exactement. Donc moi, ça a été la preuve et c'est pour ça qu'on a été voir Hélène et ça s'est super bien passé. Et elle m'a fait rire d'ailleurs parce que après 3 ou 4 séances, elle aussi avec ses petits mots, je crois qu'à l'époque c'était la 2e fois, elle devait avoir 6 ans. Elle me dit c'est bon maman, les dessins, Hélène, tout ça, discuter. Ça y est, c'est bon, j'ai tout compris, on peut y aller. C'est elle qui a décidé aussi quand ça commençait et quand ça terminait ces séances, tu vois. Qui ont été à chaque fois assez épisodiques, c'était 2-3 fois, mais je pense que c'est important quand même pour un enfant, en tout cas qui est né comme ça, d'être un peu accompagné quand il a des questions, parce que même si moi je suis transparente, qu'elle a toujours su la vérité, c'est aussi une posture d'avoir dit la vérité. Dans ta BD. Ouais, mais même dans la vie, quoi. Tu vois, je te prends un exemple qui m'a un peu... J'espère que si elle écoute ça un jour, elle sera pas choquée, mais qui prouve en tout cas qu'il peut y avoir plein de lectures de cette façon de faire des bébés. Un jour, ma maman, elle m'a proposé de rencontrer sa fameuse copine qui avait elle aussi fait un bébé et qui était donc beaucoup plus grand. Elle avait donc un recul et une expérience, tu vois, plus importante que la mienne. Je lui ai dit, c'est une super occasion, allez, vas-y, on prend un thé. Je rencontre cette dame avec son fils et elle l'avait fait en Espagne. Et là, je comprends en discutant avec elle que le gamin me dit, moi, mon père, il est espagnol. D'ailleurs, moi, maintenant, je parle espagnol. Tous les ans, on va une fois par an à Barcelone. Je suis trop fan du groupe du truc de football de l'équipe. Du Football Club Barcelone. Merci, voilà. Je suis un fan et tout, tu vois. Il m'explique tout ça et moi, je me dis, mais moi j'ai jamais dit à Agnès que son père était belge, puisqu'en plus, c'est complètement con d'un point de vue logique, puisque la banque de sperme mondiale est danoise. Elle a du sperme qui vient d'un peu de partout. Tout le monde s'abreuve chez eux. C'est pas parce que tu le fais en Espagne que tu as eu un donneur espagnol. C'est pas parce que tu le fais tu vois, il n'y a pas de lien. Et elle avait décidé que c'était plus joli de raconter l'histoire comme ça à son enfant et que quelque part, ça l'aidait à avoir une certaine identité. Donc, tu vois, on n'a pas tous la même façon. Donc, le gamin s'était mis à parler espagnol. Tu vois, il prenait des petits cours. Je te dis, dans sa chambre, il y avait des posters du Barça. Ouais, voilà, tu vois, c'était le truc, quoi. Et moi, je me disais, tiens... moi, j'ai pas du tout vu ça comme ça, quoi. Je veux dire, moi, vraiment, je suis restée... Faut amener ta fille sur la côte belge, là, manger des moules frites, dis. Non, mais tu vois, moi, je veux dire, j'ai pas du tout pensé que c'était nécessaire au récit. J'avoue, je suis restée vraiment hyper basique. Je lui ai dit la pure vérité depuis le début, quoi. Voilà. Et je pense que c'est important aussi dans sa construction. C'est aussi pour ça qu'elle a pas de problème avec ça, qu'elle connaît les termes depuis hyper longtemps. Ça l'a fait rire. Il y a une scène comme ça dans la BD. Et c'est vrai, elle rentre en CM2, donc à Paris. Et quand on lui pose la question, le papa et tout, des fois elle a envie de répondre, puis des fois ça la saoule, elle esquive la question. Et là, il y a une petite fille, et elle lui dit, moi, ma maman, elle a été inséminée. Et la petite fille connaît ce mot. Et elle lui dit, ah ouais, je vois très bien. Et Ness rentre le soir de l'école, elle me dit, tu sais quoi, maman? Il y a une copine à l'école, elle sait ce que ça veut dire inséminer, quoi. Et moi, j'étais mort de rire, j'étais là, ah, et alors, ça t'a fait quoi? C'est génial, ça veut dire, des fois, j'ai même plus besoin d'expliquer, quoi. Moi, j'avoue, j'ai trouvé ça super touchant, super mignon, quoi, parce que c'est vrai que c'est un mot un peu compliqué quand t'es môme, quoi. Tu dire quoi, que je suis née d'une insémination? Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Donc, tu vois, déjà, faut le... Tu dis d'ailleurs que t'as fait la BD avec l'aval de ta fille. Exactement, j'ai attendu d'avoir l'aval de ma fille, plutôt. Oui. Parce que c'est son histoire. C'est la mienne, d'accord, mais enfin, c'est quand même surtout la sienne. Je savais pas si elle avait envie... tu vois, de le raconter ou pas, voilà. En fait, quand j'étais enceinte, j'écrivais un blog qui était un peu lu, un peu beaucoup lu même. Mais il était anonyme, il était sympa, mais parce que je parlais de politique, donc c'était compliqué, quoi. Donc j'avais voulu qu'il soit anonyme et tout ça. Et puis j'avais une créativité débordante pendant la grossesse, mais débordante. Donc j'écrivais des textes tous les jours, qui a priori avait l'air de faire vachement bien marrer les gens et tout, ça marchait super bien. Et du coup, j'avais des éditeurs qui étaient venus me rencontrer en me disant ouais, c'est très sympa et tout. Et moi, je m'étais dit ah ouais, très flatté, ah ouais, pourquoi pas et tout. Et puis après, je me suis dit mais est-ce qu'elle est d'accord? Ah oui. Tu vois, est-ce que j'ai le droit de raconter son histoire alors que tu vois, c'est ton histoire surtout. Oui, c'est mon histoire, mais c'est, tu vois, la BD elle va jusqu'à ses 10 ans, tu vois. C'est son histoire aussi, quoi. Tu vois, d'ailleurs, au dédicace, ça va être là. Enfin, tu vois, sur la couve, il y a elle et moi. C'est vraiment... Il y a marqué, je crois... Bon, j'aime pas du tout le titre, je le dis direct. C'est pas moi qui l'ai choisi. Voilà. Il est un peu trompeur, en plus. Parce que vie de maman solo, encore une fois, je ne suis pas juste une maman solo. Mais par contre, le
sous-titre, le chemin réussi à deux. Bon, déjà là, il est un petit peu plus proche de cette idée que, tu vois, voilà. Bon, en tout cas, je suis contente qu'elle m'ait donné l'aval et qu'elle soit hyper contente de la BD, parce que j'avais un peu peur qu'elle est hyper contente. Donc voilà, c'est cool, quoi. Comment ça se passe l'aspect fusionnel avec ta fille? Je voulais t'en parler un peu là. Eh ben, c'est pas simple. Parce que là, elle est en train de grandir. Là, elle rentre dans l'adolescence. Tout le concept de l'adolescence, c'est quoi? C'est de couper le cordon. C'est ça. Alors jusqu'ici, jusqu'à ces 10 ans à peu près, la fusion était parfaite. Mais c'était fusionnel, effectivement. Et il m'avait bien dit, le psy à Bruges, oui, à l'avenir, il faudra quand même qu'il y ait un tiers pour l'équilibre de votre enfant, sinon vous risquez d'avoir une relation fusionnelle avec, c'est très mauvais. Ok. Donc moi, j'ai toujours eu, pareil, c'est un peu pour ça qu'il y a dans la BD tous ces moments d'introspection où je me dis, mais c'est quand que je rencontre l'amour? Parce que je sais que le psy, il avait dit à l'époque, il faut qu'il y ait un tiers. Bon, bah alors il est où ce tiers? Hein? Bon. Alors? Qui fout? Et sur Tinder, là. Non, mais c'est vrai, tu vois, je me disais, bon, bah, il y a pas ce tiers, comment on va faire? Donc, oui, on a une relation fusionnelle. Et là, comme elle grandit, que voilà, elle s'affirme, elle a son identité, sa façon de s'habiller, de parler, d'écrire, de s'exprimer, de tout ce que tu veux. Oui, on est en train d'essayer de couper le cordon et c'est pas évident. C'est pas évident, mais on y travaille. Je te dis, j'essaye d'utiliser les outils qui me sont à ma disposition, mais la réalité est que les gens ne veulent pas comprendre, même mes proches, même mes parents, ils comprennent pas que moi, ma moitié, c'est elle. Donc oui, quand j'achète un appartement, avec qui je visite les appartements? Bah elle. Quand je décide de partir en vacances, avec qui je décide de où on va partir en vacances? Bah elle. Le week-end, quand on va au ciné, avec qui je décide quel film on va voir? Bah elle. En fait, moi, ma vie, je la partage avec elle. Et alors, c'est pas bien parce que ça lui donne souvent un poids sur les épaules un peu d'adulte et ça lui donne une mauvaise position parce que c'est pas très très clair. Tu pourrais choisir les vacances et dire, bah en fait, ouais, je pourrais, on part au Kenya parce qu'en fait, j'ai envie d'aller au Kenya et qu'elle fasse OK. Et en plus, bah, c'est un peu ça là qui se passait sur ce coup-là. T'en aurais un peu rien à foutre qu'elle en ait rien à foutre. Ouais, mais en même temps, pour qu'on soit vraiment dans le kiff toutes les deux, c'est important aussi quand même, de par le fait qu'on voyage toutes les 6 semaines, qu'elle valide aussi le projet, que ça soit un truc route ou un truc un peu classieux ou un truc hyper sport ou un truc, je sais pas, tu vois, peu importe le genre de vacances que je lui propose, moi j'estime que... Et puis je sais pas, c'est... Mais les enfants s'adaptent, hein, tu sais. Ouais, je sais, mais je te dis, c'est un défaut, je pense que de cette relation fusionnelle, c'est le fait que tu as toujours tout décidé, enfin, et tout vécu avec cette personne. Les gens, ils peuvent te dire ce que tu veux. Tu vois, moi, quand je suis malade à la maison, même quand elle était petite, je suis malade et qu'il faut comprendre que là, il faut me laisser. Et ben, elle a cette capacité-là, ma fille, tu vois. Et je suis pas sûre que, tu vois, ça soit... Parce qu'elle comprend que, bon, là, de toute façon, il y aura pas d'autre choix. Donc, va falloir te faire petite, là, pendant 24 heures. Si j'ai pas envie de te parler, là, bah, je peux pas te parler, en fait, là. Parce que là, je suis vraiment malade de chez malade. Et tu vois, toutes ces façons très intimes aussi de partager de la peine, de la joie et tout. C'est la première fois que j'ai acheté un nouvel appartement ou je sais pas quoi. Bah, ma joie, je vais au resto avec ma fille, quoi. Tu vois, c'est... Donc, ouais, c'est une relation fusionnelle, hein. Clairement, c'est compliqué. C'est aussi compliqué, du coup, pour quelqu'un de rentrer là-dedans. Oui. Parce que... Je veux dire, notamment pour un homme. C'est ça. Voilà, c'est compliqué parce que... Il faut d'abord détricoter la relation avec toi pour faut se faire une place. Faut se faire une place, tu vois. Et alors, non seulement faut se faire une place déjà en tant que bonhomme, mais alors si en plus tu commences à l'ouvrir sur l'éducation et à vouloir te faire une place en tant que papa, alors que justement, j'ai fait un bébé toute seule, ça se complique encore plus. Tu vois, parce que du coup, comment t'expliquer que, bah non, en fait, j'ai pas vraiment besoin de ton avis sur comment je dois lui dire d'être bonne ou pas à l'école, puisque justement, c'est ma fille, en fait, comment te dire. Très compliqué, tu vois. Je sens déjà, moi, que je suis à ma place dans mon canapé, je ne veux plus bouger. Je suis juste là, bah, je vais plus te poser de questions, alors, si c'est ça. Non, mais j'avoue, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Et il va falloir que j'y travaille plus, mais j'ai un avantage. Et si c'est le temps. De toute façon, tu vois, elle va grandir, elle va faire sa vie ado, et va bien falloir que le cordon il se coupe, tu vois. Donc bon. Parce que tu pourrais aussi, je sais pas,
trouves un daron divorcé qui a lui aussi déjà de l'expérience avec les enfants et qui... Oui, bah c'est le... ouais, je veux dire, en tout cas, l'âge, c'est tout frais, donc j'en sais rien. Mais, ok. mais oui, bah moi j'en rêve. Hein. Moi, franchement, sur le papier, en plus, moi j'ai toujours cette histoire-là de désir d'enfant. À la base, il a même été question que j'aille chercher les 2 autres paillettes qui restent. Ok. Parce qu'il reste 2 paillettes, puisque j'en ai acheté 5. Plusieurs fois, tu te dis dans la BD, est-ce que j'en ferais pas un petit deuxième? Exactement. Parce que moi, j'ai jamais dit que je voulais être famille monoparentale. Moi, j'ai toujours voulu avoir plein d'enfants. C'est juste le mec que j'ai pas trouvé. Mais le fait d'avoir plein d'enfants, moi, j'ai toujours rêvé de ça. Donc oui, là, mon rêve, j'avoue, c'est d'avoir une famille recomposée, sympa, funky, avec plein d'enfants. On part en vacances et c'est cool, quoi. Mais bon, ça, c'est malheureusement, pour l'instant, c'est un peu un rêve. Tu vois, faut y arriver, hein, trouver. Bon, déjà, quelqu'un qui me supporte, moi. Déjà, Ah bah, on est sur... on est sur du lourd. Il y a un spécimen, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Ah bah oui, hein, il y a que les fous pour faire suivre, un enfant tout seul. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et après, en plus, il faut bien s'entendre avec les enfants. Il faut que les enfants entre eux s'entendent. Enfin, tu vois, c'est tout un pataquès. Donc ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Mais je te dis, j'ai l'espoir que le fait de l'émancipation naturelle d'un enfant au moment de l'adolescence provoque la rupture T'es prête à ça? Qui sera nécessaire. Ouais. Ok. Ouais, parce que j'en ai aussi envie. Hein. Ah. Oui, parce qu'il y a aussi quand même toute la part de liberté. Tu sais, le côté irréversible dont on parlait de ça. J'ai hyper hâte de la retrouver, de sortir quand je veux, d'aller où je veux, de voir qui je veux. Tu vois, j'ai hyper hâte aussi quelque part qu'elle soit suffisamment grande pour que moi aussi je retrouve un peu plus de Élodie Laloum, quoi, tu vois. Parce qu'elle est sympa la casquette de maman, elle est sympa la casquette de RP, mais moi j'étais quelqu'un aussi avant d'être juste attachée de presse et maman, tu vois. J'aimerais bien retrouver de temps en temps le plaisir d'aller danser, d'aller écouter un son, enfin tu vois, de juste être moi, quoi. Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite. C'est gentil. Élodie, merci beaucoup. Merci. Je mettrai le lien pour aller en savoir plus sur ta BD, donc. C'est sympa. Ma vie de maman solo. Et puis, merci pour ce témoignage et bravo. Merci beaucoup pour ton écoute. Et puis, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pas été trop bavarde. Alors, c'est le concept de l'interview. Ouais, c'est ça, ouais, bon, d'accord. Donc, ça va. Et si vous avez des questions, je suis là. Voilà. Où est-ce que les gens peuvent te contacter? LinkedIn, c'est LinkedIn, moi je suis. Élodie, elle est je suis aussi sur Insta et Facebook, hein, mais LinkedIn, c'est mon. Eh bien, je mettrai le lien. Très bien. Voilà, vers ton LinkedIn. Magnifique. À plus. À plus. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.